L'œuvre d'art n'est pas le reflet, le monde, mais elle est à l'image du monde. Notre réalité est bien étrange et se dépend au travers de nombreuses œuvres. Et que tente-t-elle de nous dire, nimbée de mystère? Bienvenue dans Arrêt sur image. Salut à tous, aujourd'hui on parle du transhumanisme à travers le cyberpunk. Le transhumanisme, c'est la quête de la perfection humaine à l'aide de la technologie. C'est l'idée de dépasser les limites biologiques de nos corps, le rendre plus fort, plus performant, toujours plus puissant. En 2018, dans une vidéo du CNRS, on peut voir un homme contrôler une prothèse avec pour seule force son esprit. Il n'y a pas si longtemps, dans un temps de guerre, on avait du mal à réparer l'être humain. Et aujourd'hui, nous arrivons à lui créer de toutes pièces de nouveaux membres. C'est formidable. Le transhumanisme a donc pour utilité d'aider l'être humain à être de plus en plus performant. Mais cette quête a débuté il y a très longtemps, et pour en connaître l'origine, il faut remonter très loin dans le temps. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, dans leur quête de leur survie, ont fabriqué armes et outils. Cette évolution technologique, primaire pour nous, leur a permis de devenir plus forts. N'oublions pas que l'homme, privé de technologie, est la créature la plus faible sur Terre, fragile et frêle à la naissance, comparée à d'autres, luttant en pleine nature pour vivre. Par la suite, l'homme créa les livres pour augmenter sa mémoire, la voiture pour augmenter sa vitesse, les lunettes pour améliorer sa vue. Et les exemples sont légion. Par le hasard de l'évolution, l'homme a développé un cerveau extrêmement complexe. Et on peut imaginer que dans un futur proche, ce cerveau pourrait se complexifier, et les pensées en feraient de même. Repousser les limites et aller toujours plus loin. La quête de l'homme parfait semble trouver un chemin. Et qu'est-ce qu'un homme parfait? L'exacte copie de chair et de sang de l'entièreté de la population? Un homme sans défaut dans un monde régi par des codes et des lois encore inexistantes? Ou bien une personne, tellement augmentée qu'elle en perdrait son humanité? Des hommes-machines, tournant en rond dans un monde sans sentiment. Pourtant, cette idée abstraite du clone semble assez irréaliste. En effet, prenons un jeu vidéo où la personnalisation du personnage est possible. Cette dernière va se faire selon les critères et envies du joueur. Et pourtant, on en arrive à des résultats époustouflants. Donc les clones, c'est pas vraiment pour maintenant. Le transhumanisme vise aussi à augmenter l'espérance de vie. Et pourquoi pas espérer vivre 100 ou 200 ans? Et j'en entends déjà certains se plaindre que l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Mais imaginez le nombre de choix possibles. Vous n'aurez jamais assez d'une vie pour tout faire, tout explorer. Et surtout, rencontrer d'autres humains. Mais cette quête, pour toujours plus de technologie, est-elle bénéfique à 100%? Et c'est à ce moment qu'intervient le cyberpunk. Société futuriste, idéale ou dystopique? Mais déjà, c'est quoi le cyberpunk? Revenons au début des années 80. Les appareils électroniques envahissent petit à petit le monde entier, quittant peu à peu les laboratoires. Les micro-ordinateurs, comme le Commodore ou le TRS-80, se démocratisent, en ciblant tout type de professionnels, mais aussi le grand public. De son côté, la télévision est capable d'afficher des couleurs depuis la fin des années 60. Et par ailleurs, les cartes de paiement font leur apparition. D'abord à piste magnétique, puis à puce, comme la télécarte utilisée en Europe. Le monde des années 80 a subi de nombreuses mutations, entre chocs pétroliers et attentats politiques. Le monde est en pleine guerre froide. Le monde occidental et le Japon peinent à sortir des crises économiques dues au choc pétrolier de 1973 et 1979. De l'autre côté de l'Atlantique, de nombreux secteurs industriels s'effondrent, par exemple l'automobile à Détroit. La délocalisation se généralise. Le peuple commence alors à se frustrer petit à petit. Après l'euphorie, la révolte. La période hippie est passée, et les anciens de mai 68 rentrent peu à peu dans les rangs. Et pourtant, de nouveaux conflits réapparaissent. Le terrorisme politique devient la nouvelle arme. Au Japon, l'armée rouge unifiée et l'armée rouge japonaise. Aux États-Unis, le gouvernement déclare ouvertement la guerre au KKK. Le monde poursuit sa lente mutation. La technologie a fait des progrès, mais toutes les populations n'en profitent pas encore. Beaucoup en ont assez d'attendre un jour nouveau qui n'arrive pas. Le cyberpunk offre une porte vers le futur. Avant de devenir cyberpunk, il y a eu le punk, un véritable mouvement musical. L'un comme l'autre ont su mettre en avant les inquiétudes et les maux des générations qui les ont vus s'émerger. Les nombreux événements des années 70 ont donné une grande aspiration aux porteurs du mouvement pop-rock. L'humanité a réussi à atteindre la Lune. Voilà une nouvelle frontière dépassée. Les mouvements féministes et homosexuels prennent de l'ampleur. C'est aussi l'éveil des consciences sur la fragilité de l'environnement. Malgré tout cela, l'ordinateur personnel fait son apparition et les premières bornes d'arcade prennent place dans le quotidien des gens. Le monde de la musique, lui, est chamboulé par la disparition de figures légendaires. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Ces trois morts clôturent une époque et en ouvrent une nouvelle. Le mot punk fait son apparition pour la première fois en 1968 avec Frank Zappa qui l'utilise dans son titre, Flower Punk, une satire du mouvement hippie. Le mot punk sera repris par les critiques pour qualifier la nouvelle scène du rock. Par la suite, c'est Pete Townshend, guitariste et chanteur de The Who, qui utilisera le terme dans The Punk and the Godfather. En Angleterre, c'est The Clash qui apportera son aide massive à la valorisation du punk, avec 6 albums parmi lesquels se trouve London Calling. Malheureusement, la drogue sera associée au mouvement punk, en raison de nombreux abus. Dee Ramone, bassiste de The Ramones, finira par quitter le groupe, après de nombreux excès. Tepper Hendon, batteur de The Clash, sera évincé du groupe à cause de son addiction à l'héroïne.
L'utilisation abusive de ces drogues avait pour but de s'éloigner du mouvement hippie et la mollesse de ces drogues douces et psychotropes, comme le LSD. Mais d'autres prônent une non-consommation de drogue. Minor Schwett, en 1983, clame « Don't smoke, don't drink, don't fuck ». Du côté européen, on tend vers un anarchisme libertaire, tandis que côté Amérique, on véhicule les questions plus pragmatiques. Mais tous ces gens n'ont pas réussi à refaçonner le monde, mais ils ont pu, grâce à leur musique, véhiculer des messages et des idées fortes. Mais finalement, c'est quoi le cyberpunk ? C'est l'auteur et ingénieur américain Bruce Beck qui, en 1980, dans un de ses ouvrages, invente le mot. Il voulait réunir à la fois le punk et la technologie. Mais que recouvre-t-il ? Toutes les œuvres de fiction mettant en relation des hommes et des machines, dans ce cas-là, le cycle des robots d'Asimov en ferait-il partie ? Non, le cyberpunk, c'est plutôt l'étude de l'impact des technologies sur l'humain. Le plus souvent, ces technologies sont liées à l'informatique, la cybernétique et les progrès médicaux, avec l'usage de drogues pouvant accroître les capacités. Comment la technologie ou la science change-t-elle la vie de ces derniers ? La question doit être au cœur de l'œuvre. Et enfin, le cyberpunk comprend le mot punk. L'action doit nous être placée en marge de la société, au niveau populaire de l'humanité. Nous ne sommes pas le héros providentiel et encore moins le membre d'une classe dirigeante. En vérité, l'apparition du genre cyberpunk remonte bien avant l'invention du terme. Le cyberpunk est né en réaction à ce qui le précédait, à savoir la hard SF américaine. Le récit de Hard SF est une histoire où les technologies, les sociétés et les évolutions ont été bénéfiques à l'évolution de l'humanité. On retrouve cela dans les romans d'Asimov ou de Van Vogt. Et finalement, vers la fin des années 70, la science-fiction se tourne vers quelque chose de plus social et plus psychédélique. On peut retrouver cela dans les romans de Ursula K. et de Robert Silverberg. Ces romans s'interrogent sur l'évolution des sociétés dans le futur à travers la religion et les pensées politiques. Mais ces histoires ne prennent pas en compte l'évolution des sciences et des technologies pour l'humanité et de son implication. Le cyberpunk va alors réconcilier sciences sociales et technologie. La fascination pour la technologie est au cœur des œuvres, en particulier pour l'électronique, la robotique et la biomécanique. Cette technologie se retrouve dans une pléiade de fiction. La tête du T-800, le corps cybernétique du Major dans Ghost in the Shell, Robocop, la moto de Kaneda. Tous ces éléments deviennent iconiques, repris par beaucoup d'autres, de Kanye West et son clip Stronger à Ready Player One de Steven Spielberg. Le genre mecha a été la première inspiration. L'utilisation de l'électronique dans la vie quotidienne a été le point de départ. Ce fut d'abord grâce aux livres ou BD que le monde a pu se faire une première approche des univers cyberpunk. Du cuir, du chrome, des câbles et du néon. Et surtout, de l'imaginaire. De Moebius à Neil Stephenson, ce qui revient, c'est la crainte de la démocratisation de l'informatique. Le cyberpunk s'efforce de dépeindre un futur sombre, où les évolutions technologiques n'ont pas été suivies d'évolution de l'humanité. Les mêmes problèmes reviennent, corruption, mafia, conflits politiques et financiers, accroissement des écarts entre riches et pauvres, violence et enfin délinquance. Prenons comme exemple Neuromancien de William Gibson, sorti en 1985. Ce livre posa les bases du roman cyberpunk. Il donna les termes cyberspace ou encore Matrix. Matrix en VO, qui donnera son nom à la trilogie des sœurs Wachowski. Mais alors, de quoi ça parle Neuromancien ? L'histoire nous parle de Case, un authentique hacker. Ce dernier a pour habitude de s'introduire dans les systèmes informatiques de grandes multinationales, qui ont la main mise sur le monde futuriste qui l'entoure. Cependant, un de ses cases a mal tourné, et le voilà incapable de se reconnecter au réseau. Et le voilà errant dans les bas-fonds d'une métropole japonaise. Il sera recruté par un homme mystérieux, qui a besoin de ses talents pour sa prochaine grosse opération. Le livre commence comme un polar classique, avant d'évoluer sur la réflexion de l'intelligence artificielle, ainsi que sur la conscience et l'indépendance de telles identités. Si de nos jours, l'intelligence artificielle en tant qu'identité indépendante n'est pas envisageable, d'autres thématiques restent néanmoins très intéressantes. On retrouve la lutte contre les grandes entreprises, la déshumanisation de la société liée à l'intégration de plus en plus de technologies, et enfin l'électronisme d'une part de la population. William Gibson, à travers son œuvre, dresse avec grande précision un portrait du cyberspace, ainsi que les différentes habitations urbaines sur Terre ou dans l'espace. L'œuvre deviendra vite une source d'inspiration pour les cinéastes et les auteurs de jeux vidéo. Mais ce n'est pas le seul livre à traiter du sujet. Nous pouvons aussi retrouver Akira de Katsuhiro Otomo. S'il y a bien un manga pouvant rivaliser avec Neuromancien, c'est bien Akira. Sous fond post-apocalyptique, l'histoire se déroule à Tokyo, plus précisément à Néo-Tokyo, détruit par un cataclysme. Et 30 ans plus tard, une bande de jeunes motards tombe sur un dangereux secret militaire et réveille Akira, ce qui mènera à une nouvelle guerre de pouvoir. Alors, quels sont les tenants et aboutissants ? Ce qui nous est montré, c'est la rébellion de la jeunesse, abrutie par les drogues et la technologie, le tout sous complot militaire, utilisant des enfants génétiquement modifiés comme armes. Le monde d'Akira est contrôlé et dirigé par les forces de police, omniprésentes, ayant un regard sur tout grâce à la technologie. Le petit peuple est constamment mis à mal par les personnes possédant richesse et pouvoir, que ce soit par les décors urbains, ou au plus près du bitume, ou dans les bas-fonds de Neo-Tokyo. Et au milieu de tout ça, Akira transcende son humanité. Otomo posera les premières pierres de ce qui deviendra une autre vision du cyberpunk. L'idée du transhumain et de l'humain augmenté a beaucoup d'importance de Ghost in the Shell. L'humanité des personnages principaux ne résidant que dans leur conscience, le Ghost, téléchargé dans leur corps cybernétique, le Shell.
En passant d'un corps à un autre, les personnages multiplient les facettes de leur personnalité, devenant à la fois moins et plus qu'humains, accédant à un statut quasi divin. Et côté BD, c'est chez DC Comics qu'il faut se tourner. Transmétropolitane, c'est le titre. Première grande œuvre de fiction de Warren Ellis. Crâne rasé, tatouage d'araignée et lunettes vertes et rouges. C'est le design du héros et le journaliste, Spider Jérusalem. Nous sommes au 23e siècle. Spider est de retour dans la ville, prêt à en découdre avec le monde. Sans complexe, aucun scrupule, alcoolique et consommateur de drogue, il va s'attaquer à tous les grands poncifs de la société. Gourous, entreprises, hommes politiques. Les rues de la ville sont pleines de bruit et en proie à la violence. Les pages sont pleines de drogue, de transformations sur le corps et de gadgets futuristes. De nombreuses thématiques sont abordées. Comment payer son loyer? Comment survivre à des parents toxiques? Ou d'autres plus étranges? En s'injectant un ADN extraterrestre, devient-on un paria de sa propre espèce? Comment gérer un système domotique dopé à toutes les substances que Spider lui demande de produire? Mais finalement, qui est la pire ordure de ce monde? Spider est un personnage abject, grossier et violent. Spider, en tant que journaliste, ne change pas le monde qui l'entoure. Il informe juste les populations et leur donne des outils pour comprendre le monde qui les entoure. Le cyberpunk, c'est aussi ça, donner des clés pour comprendre le monde actuel et espérer que les gens changent les choses. Les livres, c'est cool, mais on va pas se mentir, le cinéma, c'est mieux. Avant de continuer, voici une liste non exhaustive de livres à lire. Gun, Les futurs mystères de Paris, The Dryland, Les machines fantômes, Texoplasma. Ah, Altered Carbon. Vous savez qu'à la base, il s'agissait d'un livre. Écrit par Richard Morgan et adapté à l'écran par Leta Kalogridis, Altered Carbon raconte l'histoire de Kovac, ancien des Corps Diplos, une unité militaire des Nations Unies, en charge de mettre en pas des colonies stellaires récalcitrantes. De retour sur Terre, il est chargé d'enquêter sur un mystérieux meurtre. Et c'est la victime elle-même qui va lui raconter ce qui s'est passé. En effet, dans ce monde, il est possible de télécharger son esprit dans des corps produits synthétiquement. 3 points intéressants. High Tech, Low Life. Avant d'intégrer les Corps Diplos, Kovac faisait partie des couches populaires, sur une planète de 3e zone. Son enquête le pousse à côtoyer les autres sphères de la société, mais aussi les populations des bas-fonds. Rapport homme-machine. Des puces peuvent stocker la conscience et la personnalité des individus, les rendant immortels. Si je vous dis, les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, vous me dites... Perdu. C'est Blade Runner. Blade Runner est un film de Ridley Scott, sorti en 1982. Et en plus, il y a Harrison Ford. J'adore ce mec. Le film raconte l'histoire de Descartes, un chasseur de réplicants opérant à Los Angeles. Ce policier doit traquer et éliminer des androïdes jugés trop dangereux. Il va se lancer à la poursuite de Roy Batty, répliquant défectueux. Mais, et si Descartes était lui aussi un répliquant? Ridley Scott a truffé son film d'indices, mais la réponse est incertaine. Si la thématique sur la frontière entre l'humain et l'artificiel est au cœur du cyberpunk, c'est surtout la façon de la représenter qui a marqué les esprits. Malgré une vie artificielle et une espérance de vie faible, c'est Roy qui montre son humanité en mourant sous la pluie. Tous ces moments se perdront dans l'oubli. Comme les larmes dans la pluie. C'est lui qui, pour la première fois, a mis des mots sur ce que les roboticiens appellent la vallée de l'étrange. Plus un robot nous ressemble, plus il est monstrueux et détestable. Cette interrogation permanente sur l'humanité de Rick Descartes prend le spectateur aux tripes et joue avec les émotions. Le cœur de Blade Runner repose sur la question de qui est humain et qui est artificiel. Et enfin, les jeux vidéo. Nombreux sont ceux à aborder le thème. Prochaine station, le désespoir. Cette année, avec la sortie de Cyberpunk 2077, la hype du genre a été relancée. Cyberpunk 2077 prend place après les événements du premier livre, Cyberpunk, de Coultre-Lonvé, un mercenaire qui, au cours d'un échange, se retrouve avec une puce défectueuse dans sa tête, luttant pour sa survie dans une ville futuriste à grand renfort d'implants cybernétiques et de drogue en tout genre. Mais on ne peut vraiment comprendre la force du jeu qu'au travers du livre. On retourne en 1980. La NSA, la CIA, le FBI et la DEA se regroupent sous une seule et même bannière, le Gang of Four, et complotent secrètement pour la prise du gouvernement. Des soldats sont déployés dans le premier conflit d'Amérique. Les vétérans blessés sont si nombreux qu'un remplacement cybernétique des membres et des organes est mis en place. Un quart de la population est sans abri et des émeutes éclatent de partout. Des groupes se déplacent de ville en ville et les gangs, améliorés par la cybernétique, pullulent. En 1998, un tremblement de terre réduit en grande partie Los Angeles et la ville de Night City voit le jour. Les États-Unis instaurent une loi fédérale sur les armes. Le Texas se déclare libre et la loi ne s'applique pas. En 2009, pour se débarrasser des gangs, la ville met en place sa propre police, violente et cruelle. Peu à peu, les corpos prennent les rênes de la ville, et elle se détache du reste du monde. En 2049, de nouvelles menaces liées au piratage font leur apparition. Les affrontements entre gangs sont de plus en plus nombreux, et enfin prend place avec 2077. Si Cyberpunk 2077 est le jeu le plus récent à traiter du sujet, d'autres ont eu leur part d'importance.
Deus Ex, où un agent antiterroriste affronte une conspiration technopolitique, dans un monde où la biotechnique est partout et le transhumanisme est la norme. Metal Gear Solid 2. Raiden, le héros, est un pantin aux mains d'une organisation qui utilise la technologie pour diriger le monde. Le contrôle de l'information et sa diffusion deviennent les outils les plus importants de la domination mondiale. Observer. Un enquêteur cherche à retrouver son fils grâce à ses implants, dans un monde où le transhumanisme est devenu la norme, jusqu'à altérer la perception de la réalité des habitants. Mais finalement, quel est l'avenir pour le cyberpunk? Dans notre vie quotidienne, il a inspiré certaines évolutions, comme la création de cybermonnaies. Il inspire également certaines tactiques pour échapper à la surveillance de masse. L'un des grands enjeux est la mainmise des mégacorporations et d'organismes militaro-policiers sur les populations. D'une certaine façon, l'avenir prédit par le genre est déjà là, et la résistance technologique également. Mais alors, on en est où concrètement dans notre société? De nos jours, tout le monde a un téléphone, et cet outil nous assiste grandement, faisant de nous des mini-dieux de la technologie, contrôlant notre monde du bout des doigts. Mais cet accès à ce pouvoir est-il vraiment bénéfique? Est-ce qu'on n'oublierait pas les choses simples de notre jeunesse que nous faisions sans technologie? En déléguant chacune de nos actions à la technologie, nous perdons petit à petit notre propre capacité. En confiant notre route à un GPS, nous en perdons notre capacité à se diriger par nous-mêmes. Il n'y a plus de place à l'exploration si nous suivons tous le même chemin tout tracé. En suivant une recette sur internet, ne perdons-nous pas la capacité à innover par nous-mêmes. Cette capacité à créer toujours plus, à se tromper. En confiant chacune de nos actions à la technologie, ne perdons-nous pas ce qui fait de nous des humains. Elle augmente nos paresses. Nous lui confions sans vergogne chacune de nos actions. Noter des événements, nous réveiller, nous divertir, de la même manière où la voiture a pris le dessus sur tous nos efforts. Deuxièmement, elle permet de supprimer la peur de la solitude et de l'abandon, en reliant les êtres entre eux. Grâce à Internet, le réseau, les téléphones. Mais au final, elle nous donne l'espoir de dépasser notre condition humaine, nous aidant à s'armer, à s'abriter, à communiquer, à vivre. M'aide-t-elle à mieux appréhender le monde, ou finalement me coupe-t-elle des choses simples de mon existence? Les enfants d'aujourd'hui ont accès de plus en plus tôt à la technologie. Et moi-même, je suis en train de vous parler à travers une vidéo, alors que l'on pourrait se voir et discuter ensemble de tout cela. Je suis moi-même le premier consommateur de technologie, utilisant toujours plus de matériel afin de vous partager mes connaissances. Est-ce que j'en perds mon humanité? Non, pas encore. Mais qui sait de quoi l'avenir sera fait?